Bonjour, étudions aujourd'hui la différence entre la composition des atomes et la composition des ions monoatomiques. Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? Vous sont représentés ici différents exemples d'atomes ou d'ions. Alors, points communs entre les atomes et les ions. Alors, ça saute plutôt aux yeux. Ils ont tous formé d'un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons. Et autour du noyau gravitent des électrons. Donc voilà le point commun. Donc on note, les atomes et les ions monoatomiques sont constitués d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. On appelle ça le modèle de Rutherford. Ensuite, les particules qui constituent le noyau, on leur a donné un nom, on les appelle les nucléons. Il y a donc deux types de nucléons, les protons et les neutrons. Vous avez ici les caractéristiques masse-charge des trois constituants de l'atome et des ions. Donc on note, les électrons sont des particules qui sont chargées négativement. Q veut dire charge. Charge de l'électron est égale à moins négativement 1 6 10-19 coulombs. 1 6 10-19 coulombs porte le nom de charge élémentaire et on la représente par la lettre petit e. Les protons, eux, sont chargés positivement. Donc charge du proton, c'est plus. Ils ont la même valeur de charge, 1 6 10-19, autrement dit la charge élémentaire petit e, mais eux sont positifs. On remarque bien que les deux charges électron-proton ont la même valeur, sauf qu'elles ont des signes opposés. Si bien que si dans une structure j'ai un proton et un électron, l'ensemble donnera à la structure un ensemble de charges neutres. Les deux charges se compensent. Les neutrons, eux, ne sont pas chargés. Alors, ça c'était les points communs. On va essayer de voir quelles sont les différences. Si tout est formé de protons, neutrons et d'électrons, tous situés au même endroit, il y a forcément quelque chose qui fait la différence entre atomes et ions négatifs, ions positifs. Alors, pour y voir plus clair, on va dénombrer le nombre de constituants de chaque exemple ici. Alors, pour le premier exemple, je compte 3 protons, 4 neutrons et 4 électrons. Je fais la même chose pour les autres exemples. Et donc, voilà ce que j'obtiens. On va d'abord s'attarder sur les atomes, les 3 exemples ici. Donc là, nous avons 3 cas d'atomes et on remarque effectivement quel est le point commun dans ces 3 exemples ici d'atomes. Ils ont tous autant de protons que d'électrons dans leur structure. Autant de protons que d'électrons, ça veut dire autant de charges positives que de charges négatives. Les deux vont donc s'annuler entre elles, se compensent entre elles, puisque les neutrons sont également neutres. La structure aura donc une charge globale nulle. Pareil ici, autant de protons que d'électrons, idem ici. Donc on retiendra qu'un élément qui possède autant d'électrons que de protons, on l'appellera atome par définition. Et donc un atome sera donc non chargé, puisqu'il possède autant de charges positives que de charges négatives. Intéressons-nous maintenant à l'exemple 1. L'exemple 1, c'est un ion négatif. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette charge négative? Donc si je regarde de plus près, il y a toujours des neutrons neutres, c'est pas ça qui explique la charge négative. En revanche, j'ai 4 électrons contre 3 protons. J'ai un électron, donc une charge négative, qui n'est pas compensée par les 3 protons. Donc l'ensemble a donc de fait une charge négative dans sa totalité due à cet électron excédentaire. Cette charge négative est représentée par le petit signe moins ici. S'il y avait eu 5 électrons et non pas 4 contre 3 protons, dans ce cas-là, il y aurait eu 2 charges négatives supplémentaires. J'aurais écrit ici 2 moins. C'est pas le cas, il n'y a que 4 électrons, donc j'écris moins. Donc je retiens, un élément qui possède plus d'électrons que de protons va donc être un ion dit négatif. Un ion négatif est obtenu lorsqu'un atome gagne des électrons. Effectivement, si je compare la composition de l'ion négatif et de l'atome qui est ici, on remarque au niveau du noyau, rien n'a changé. En revanche, par rapport à l'atome, l'ion négatif a un électron en plus. Cet électron, il est allé le choper
a un atome voisin. Donc il y a forcément un atome voisin qui lui a perdu son électron, bon, et lui l'a récupéré, d'où l'électron en plus. Qu'en est-il maintenant de l'exemple 3 qui est un ion positif? Donc si je compare ici sa structure avec celle de l'atome, on voit toujours que le noyau n'a pas été modifié. Ce qui a été modifié, ce sont les électrons. Un électron a été perdu. Si bien que maintenant je me retrouve avec 3 charges positives, 2 électrons seulement. Donc les 3 charges positives, sur les 3 charges positives, il y a 2 charges positives qui compensent les 2 charges négatives des électrons, mais il y a une charge positive en trop, c'est symbolisé ici par le signe plus. Donc je retiens, un élément qui possède moins d'électrons que de protons présents dans le noyau est un ion positif. L'ion positif, on l'obtient à partir de l'atome, et c'est un atome qui perd des électrons. Donc bien faire attention à ceci, à chaque fois c'est le nombre d'électrons qui varie. C'est cette variation du nombre d'électrons qui forme l'ion. Ce n'est en aucun cas la variation du nombre de protons. Le nombre de protons c'est toujours le même. Les protons sont confinés à l'intérieur du noyau, ils ne changent pas en nombre, comme les neutrons d'ailleurs. Ils ne peuvent pas être modifiés par l'extérieur. Donc c'est le jeu du gain ou de la perte des électrons qui va donner ou un ion négatif ou un ion positif. Donc les protons ne peuvent pas varier en nombre du fait d'un apport ou d'une perte extérieure. D'ailleurs, on remarque que pour les 4 exemples, à chaque fois, il y a un point commun dans ces 4 exemples, le fait qu'ils sont tous faits à partir de l'élément lithium. Et au niveau de la composition, on remarque qu'à chaque fois, il y a 3 protons. Donc on retient en fait que c'est le nombre de protons qui va donner le symbole de l'atome ou de l'ion considéré. Donc c'est le nombre de protons qui définit le nom de l'élément, atome ou ion. Ici, nous avons 4 protons, nous n'avons donc plus affaire à du lithium, on a affaire à du beryllium. Donc le symbole ici et le nombre de protons sont liés. L'un implique l'autre. Ce dernier point est donc un point commun entre atome et ion. Donc vous pouvez rajouter dans les points communs, c'est le nombre de protons qui définit le nom. C'est vrai pour les atomes comme pour les ions. De ce qu'on vient de voir, les différences entre un atome et un ion. Un atome va posséder autant d'électrons que de protons, du coup sa charge globale est nulle. Un ion négatif, lui, on l'obtient lorsque l'atome gagne des électrons, donc il va donc posséder plus d'électrons que de protons, d'où sa charge négative. Et l'ion positif, il est obtenu lorsque l'atome perd des électrons. Donc il possédera moins d'électrons que de protons, mais le nombre de protons ne varie pas entre l'atome, l'ion négatif ou l'ion positif. Alors je fais bien attention, c'est pas comme pour le compte en banque. Un ion négatif, c'est quand on gagne, et un ion positif, c'est quand on perd des électrons. Donc vous pouvez ici faire pause et puis vérifier que vous avez bien le bilan de tout ce qu'on a dit. Donc on voit que pour dénombrer le nombre d'électrons qu'il y a dans les atomes ou les ions, on regarde en haut à droite du symbole. Lorsque rien n'est écrit, ça signifie qu'on a affaire à un atome et qu'il y a donc autant d'électrons que de protons. Et quand il y a un plus ou un moins, ça veut dire qu'il y a eu, dans le cas du moins, un gain d'électrons et dans le cas du plus, une perte d'électrons. Donc les charges ici que l'on met en haut à droite donne une information sur le nombre d'électrons. Maintenant, comment on peut représenter le noyau d'un élément? Alors, pour représenter le noyau d'un élément, plutôt que de faire ce genre de petit schéma, on a choisi ici une représentation telle que celle-ci. Dans cette représentation, Z va représenter le nombre de protons qu'il y a dans un noyau, on l'appelle le numéro atomique. A représente le nombre total de tous les nucléons qu'il y a dans le noyau, donc le nombre total protons et neutrons. On l'appellera le nombre de masse. Et puis X va représenter le symbole de l'élément. Donc en utilisant cette représentation, on va représenter le noyau qui est ici, qui possède 3 protons, donc Z égale 3, 4 neutrons. Donc ce n'est pas A égale 4. A c'est le nombre total protons et neutrons. Donc au total ici, j'ai 7 nucléons. Et on a affaire à du lithium.
Donc voilà comment on va représenter le noyau ici de l'ion lithium Li-. Donc là j'ai représenté le noyau. Vous pouvez faire de même pour les autres exemples. Alors pour les deux premiers c'est facile, on dénombre exactement le même nombre de neutrons et de protons. Donc la représentation du noyau c'est donc la même que pour le premier exemple. Une différence pour les deux derniers, vous comptez 3 protons et 5 neutrons, donc un total de 8 nucléons, ça se représente comme ceci. Et là j'ai affaire à du beryllium qui possède 4 protons et un total ici de 5 et 4 de 9 nucléons, ça se représente comme ceci. Nous remarquons au passage que nous avons ici affaire à deux atomes de lithium mais qui ont des noyaux différents du fait du nombre de neutrons différents. Ces deux noyaux sont qualifiés d'isotopes. Donc deux noyaux possédant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différents, on les appelle des isotopes. Donc du vocabulaire à connaître également. Vous connaissez le tableau périodique des éléments qui récapitule l'ensemble des éléments connus ici. Alors, dans la classification périodique, dans les cases, on retrouve justement la représentation du noyau, ici. Donc, dans chaque case, je vais agrandir cette partie-là et cette partie-là pour y voir plus clair, ici. Donc ici, pour le lithium par exemple, on remarque que c'est cette représentation-là qui figure dans le tableau. Donc ce qu'il faudra bien retenir, c'est que dans le tableau figurent tous les éléments, mais seule la représentation des noyaux les plus abondants sont représentés. Donc il n'y a pas tous les noyaux de représentés, tous les éléments sont représentés, mais tous les noyaux ne le sont pas, celui-là ne l'est pas, puisqu'il ne fait pas partie des éléments les plus abondants. Donc vous pouvez faire pause pour recopier ce que l'on vient de dire. Atome, dimension et masse. Alors, imaginons je veux calculer la masse d'un noyau de lithium, pas d'un atome mais du noyau. Dans le noyau, je compte Z égale 3, 3 protons, et pour les nombres de neutrons, 7 moins 3, 4 neutrons. Si je veux calculer la masse d'un noyau de lithium, du coup, je vais devoir faire 3 fois la masse d'un seul proton, que vous trouvez ici, et 4 fois la masse d'un seul neutron que vous trouvez ici. Donc, autre façon d'écrire le 3 et le 7, 3 c'est Z, et puis 4 je l'ai obtenu en faisant A moins Z. Donc si je veux calculer la masse ici, je vais utiliser les masses qui sont ici, je vais les passer en grammes parce que c'est quand même plus pratique en chimie. Et si je fais mon calcul, voilà la masse que je trouve. J'aimerais maintenant calculer la masse d'un atome de lithium. Donc dans un atome, il y a le noyau qu'on vient de calculer, dont la masse qu'on vient de calculer ici, mais aussi des électrons. Et comme j'ai un atome, j'ai 3 électrons autant que de protons. Je fais le calcul. Pour calculer la masse de l'atome, je fais la masse du noyau plus la masse des électrons. Des électrons, il y en a 3, donc je multiplie 3 par la masse d'un seul électron. Vous faites votre calcul et voilà ce que l'on trouve. On remarque qu'on trouve exactement le même résultat que pour le noyau, puisque les électrons ont une masse extrêmement faible par rapport au noyau. La différence se ferait après la virgule beaucoup plus loin, donc avec les arrondis qu'on a, on ne peut pas voir la masse ici, la variation de masse des électrons. C'est pas possible. On dit que la masse d'un atome est égale à la masse du noyau, la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Si on voulait calculer la masse de l'ion Li+, après décompte, voilà ce que l'on obtiendrait. Et donc, après calcul, j'obtiendrai encore la même masse, vu que la différence se fait au niveau des électrons et que les électrons ont une masse négligeable. En ce qui concerne les dimensions, si je mesure la taille d'un noyau et la taille de l'atome, il y a un rapport de taille ici qui est égal à 100 000. Ça veut dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. C'est énorme. Par exemple, l'équivalent, c'est si je vous mettais ici un puceron de 1 mm qui serait équivalent ici au noyau, qui modéliserait le noyau, l'électron irait se promener sur tout le terrain qui est ici. Donc un petit électron qui se promène là-dedans, ça veut dire que l'ensemble, ici, l'ensemble de mon atome possède beaucoup de vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. Vous pouvez faire pause pour recopier ce qui vient d'être dit. Eh bien voilà, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien mémoriser et assimiler sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il faut faire, refaire, voire revoir.
À très bientôt.